Le vieil homme sur la chaîne de montage chez Cave Electrics restait à l'écart. Il déjeunait seul, parlait avec un fort accent et ne parlait jamais de son passé. Ses collègues ne savaient rien de lui, juste un immigré apatride de plus faisant du travail manuel. Un homme dont la citoyenneté avait été retirée par les communistes et dont la réputation avait été volée par les Britanniques. Les mains qui avaient jadis signé des ordres pour des milliers de parachutistes tripotaient maintenant de petits composants graisseux. Les yeux qui avaient scruté des cartes d'Europe à la recherche d'un avantage stratégique plissaient maintenant sous des néons, vérifiant les défauts d'assemblage. Il y travailla pendant près de 20 ans, serrant des vis, assemblant des pièces, gagnant à peine de quoi survivre. Pas de retraite, pas de reconnaissance, personne ne posait de questions. Quand il mourut d'une crise cardiaque en septembre 1967, ses collègues assistèrent aux funérailles par courtoisie. Ils s'attendaient à un service bref et discret pour un ouvrier d'usine qu'ils connaissaient à peine. Puis le prêtre commença à lire son état de service militaire. Général de division Stanisław Sosabowski, commandant de la première brigade indépendante de parachutistes polonaises, défenseur de Varsovie, vétéran de la plus grande opération aéroportée de l'histoire militaire, l'homme qui avait averti les Britanniques que l'opération Market Garden échouerait et qui fut détruit pour avoir eu raison. 12 septembre 1944. Une salle de conférence en Angleterre remplie de commandants alliés planifiant l'assaut aéroporté le plus ambitieux jamais tenté. Le maréchal Bernard Montgomery avait convaincu Eisenhower d'approuver l'opération Market Garden. 3 divisions aéroportées seraient larguées derrière les lignes allemandes aux Pays-Bas, s'emparant de ponts sur le Rhin. Si cela fonctionnait, les chars alliés pourraient même se déverser en Allemagne. La guerre pourrait se terminer avant Noël. Le général Roy Urquhart de la première division aéroportée britannique présenta le plan. Sosabowski était assis au fond, étudiant les cartes avec une inquiétude grandissante. Les zones de largage étaient à 11 km du pont d'Arnhem, 11 km de territoire hostile que des parachutistes légèrement armés devraient traverser à pied. Pour un civil, 11 km ressemblent à une promenade matinale. Pour un général, c'est une éternité. Cela signifiait que les parachutistes perdraient l'effet de surprise avant même d'avoir tiré un coup de feu. Les atterrissages seraient étalés sur 3 jours en raison du manque d'avions. 3 jours sans surprise, sans concentration de force. Et les renseignements britanniques affirmaient que la zone était faiblement défendue. Sosabowski savait que c'était un fantasme. Quand Urquhart eut terminé et demanda s'il y avait des questions, Sosabowski voulut se lever et qualifier le plan d'impossible. Il voulut exiger des ordres écrits pour ne pas être blâmé pour le désastre qui allait suivre, mais il resta silencieux. Il admit plus tard qu'il était déjà impopulaire auprès des commandants britanniques. Qui l'aurait écouté de toute façon. La question le hanterait pour le reste de sa vie. Sosabowski avait déjà exprimé ses inquiétudes auparavant. Lors de la planification de l'opération Comet, le prédécesseur de Market Garden, il avait été plus direct. Il dit au lieutenant-général Frederick Browning que la mission équivalait à un suicide. Larguer une seule division aéroportée pour capturer tous ces ponts était impossible. Ces objections furent soutenues par d'autres officiers, dont le brigadier Hackett. Finalement, Comet fut annulé, mais Market Garden était Comet avec plus de troupes. Les problèmes fondamentaux demeuraient. Lors d'une séance de planification, un officier britannique présenta des évaluations optimistes de la faiblesse allemande. L'ennemi était battu, démoralisé, incapable de résistance sérieuse. Sosabowski l'interrompit de sa voix à l'accent profond. « Mais les Allemands, général, les Allemands !» La pièce se refroidit, ce n'était pas qu'un simple désaccord, c'était un manquement à l'étiquette. Un officier étranger parlant anglais, avec un accent disant aux héros de l'Empire britannique que leur plan directeur était un piège mortel. Vous pouvez imaginer le malaise, les chaises qui grincent, les regards échangés entre officiers britanniques, le consensus tacite que Sosabowski était difficile simplement parce qu'il était réaliste. Sosabowski tenta d'expliquer qu'Arnhem était la porte d'entrée de l'Allemagne. La Wehrmacht la défendrait avec tout ce qu'elle avait. L'hypothèse d'une faible résistance était délirante. Browning le qualifia de penseur catastrophiste, un pessimiste qui ne comprenait pas l'élan de la victoire alliée. Sosabowski fit remarquer que les zones de largage étaient trop éloignées des objectifs, que des atterrissages étalés sur 3 jours feraient perdre la surprise,
que des parachutistes légèrement armés ne pourraient pas tenir face à des contre-attaques blindées. Chaque inquiétude fut balayée d'un revers de main. L'opération se déroulerait comme prévu. Ce que Sosabowski ignorait, c'est qu'un jeune officier du renseignement, le major Brian Urquhart, sans lien de parenté avec le général, avait des preuves photographiques de chars allemands près d'Arnhem. Des divisions blindées SS se reconstituaient exactement dans la zone où les parachutistes britanniques allaient atterrir. Browning rejeta cet avertissement aussi. « Les chars sont probablement inutilisables, dit-il, manœuvrés par des vieillards et des enfants. » 17 septembre 1944. La plus grande opération aéroportée de l'histoire fut lancée sans Sosabowski. Sa brigade polonaise était programmée pour renforcer les Britanniques le 3e jour, mais Sosabowski ne regardait pas avec espoir. Il regardait avec appréhension. Des rapports filtrèrent vers l'Angleterre. Les Britanniques avaient atterri à 11 kilomètres du pont. Exactement le problème contre lequel Sosabowski avait mis en garde. La résistance allemande était plus forte que prévu, exactement comme il l'avait prédit. Puis le temps se dégrada. Le brouillard cloua au sol les avions de Sosabowski le 19 septembre. Il resta à l'aérodrome, impuissant, tandis que l'opération qu'il avait déconseillée s'effondrait sans lui. Le 20 septembre, des bribes de nouvelles rendirent le désastre évident. Les parachutistes britanniques étaient encerclés. Le pont était tenu par un seul bataillon. Les blindés allemands écrasèrent des positions qui n'étaient jamais censées faire face à des chars. Tout ce que Sosabowski avait dit dans cette salle de briefing se réalisait. Et il ne pouvait rien faire, sinon attendre que le temps se lève. 21 septembre 1944, 4 jours après le début d'une opération censée durer 2 jours. Sosabowski reçut enfin l'autorisation de partir, mais pas vers la zone prévue. Sa brigade atterrirait à Driel, sur la rive sud du Rhin, face aux Britanniques piégés. Les tirs anti-aériens déchirèrent les avions de transport. Sosabowski sauta avec 950 hommes, à peine un tiers de sa brigade complète. Le reste était dispersé sur les aérodromes anglais, rappelés par des messages météo qu'ils ne reçurent jamais. Le bac dont ils avaient besoin avait été coulé. Les Britanniques mouraient sur la rive nord, et Sosabowski n'avait aucun moyen de les rejoindre. Ces hommes traversèrent en canot pneumatique sous le feu des mitrailleuses. Les bateaux étaient petits, de simples jouets vraiment, alors qu'ils poussaient dans l'eau noire du Rhin. Le courant les emporta, puis des fusées éclairantes explosèrent au-dessus, transformant la nuit en jour, et les canons allemands sur les hauteurs ouvrirent le feu. Sosabowski regarda depuis la berge tandis que le fleuve rougissait. Environ 200 Polonais réussirent à traverser. Les autres furent tués, blessés ou repoussés. Sosabowski les avait prévenus que cela arriverait. Maintenant, il regardait ces hommes mourir, confirmant qu'il avait raison. 24 septembre 1944. Le périmètre britannique à Oosterbeek s'effondrait. Sosabowski assista à une conférence au quartier général de la 43e division Wessex. Le lieutenant-général Horrocks du 30e corps était présent, ainsi que le major-général Thomas et d'autres commandants britanniques. Ils discutèrent des plans pour une traversée de nuit. 2 bataillons tentèrent de renforcer les parachutistes piégés. Sosabowski étudia le plan et se sentit mal. Le point de passage proposé était directement en dessous des positions allemandes sur les hauteurs de Westerbooving. Ces hommes seraient massacrés. Il souleva ses objections. L'emplacement était suicidaire. Ils avaient besoin soit d'un assaut majeur avec la 43e division entière, soit d'une évacuation des forces britanniques. Cette demi-mesure n'obtiendrait rien à part des pertes. Les commandants britanniques étaient fatigués des objections de Sosabowski. Ils n'avaient pas demandé son avis. Ils annoncèrent simplement que les troupes polonaises participeraient à la traversée sous commandement britannique. Sosabowski était furieux. Sa brigade était engagée sans son consentement dans une opération qu'il savait vouée à l'échec. Horrocks mit fin à la réunion en le réprimandant. Si Sosabowski n'obéissait pas aux ordres, Horrocks trouverait quelqu'un qui le ferait. La traversée eut lieu. Ce fut un désastre, exactement comme Sosabowski l'avait prédit. 25 et 26 septembre 1944. L'ordre d'évacuer arriva. La brigade polonaise de Sosabowski couvrit le repli.
Ces hommes assurèrent la sécurité tandis que les vestiges brisés de la première division aéroportée traversaient en canot dans l'obscurité. La brigade avait été vidée de son sang. Entre les parachutages chaotiques et la traversée de la rivière, près de 400 hommes furent tués, blessés ou portés disparus. Sosabowski rassembla ses survivants et se prépara à retourner en Angleterre. Il avait fait tout ce qu'on lui avait demandé. Ces hommes s'étaient battus avec un courage extraordinaire dans des conditions impossibles. Ils ne s'attendaient à aucune louange. Ils savaient comment les Britanniques gérèrent l'échec. Quelqu'un devrait être blâmé et Sosabowski s'était rendu la cible évidente en ayant eu raison sur tout. 5 octobre 1944. Sosabowski reçut une lettre du maréchal Bernard Montgomery. La lettre félicitait les soldats polonais pour avoir combattu bravement à Arnhem. Montgomery offrait des décorations militaires à 10 membres de la brigade. Le ton était gracieux et reconnaissant. Sosabowski lut la lettre avec un soulagement prudent. Peut-être que les Britanniques comprenaient ce que ces hommes avaient accompli. Peut-être reconnaissaient-ils que les Polonais avaient fait leur devoir malgré des circonstances impossibles. Ils n'avaient aucune raison de soupçonner ce qui allait venir. 9 jours plus tard, Montgomery écrivit une lettre très différente. Celle-ci n'était pas adressée à Sosabowski. Elle était envoyée au chef de l'état-major général impérial, le maréchal Alan Brooke, et elle était classifiée. 14 octobre 1944. Le message secret de Montgomery atteignit Londres. La brigade parachutiste polonaise, écrivit Montgomery, a très mal combattu ici. Les hommes n'ont montré aucun désir de se battre. C'était un mensonge, une invention complète contredite par tous les rapports après action, tous les témoignages oculaires, tous les officiers britanniques qui avaient servi aux côtés des Polonais. Montgomery recommandait que la brigade de Sosabowski soit transférée en Italie. Il ne voulait pas d'elle sous son commandement. Il suggérait que les Polonais n'étaient plus utiles à l'effort de guerre allié. Le timing n'était pas une coïncidence. La conférence de Moscou se déroulait simultanément. Churchill rencontrait Staline pour discuter de l'avenir de la Pologne. Le Premier ministre britannique faisait pression sur le gouvernement polonais en exil pour qu'il accepte les demandes soviétiques. Le télégramme de Montgomery donnait un levier à Churchill. Si la brigade la plus élite de Pologne était soi-disant sans valeur, la position de négociation de la Pologne était plus faible. Churchill pouvait utiliser l'accusation pour faire pression sur les dirigeants polonais. Le lieutenant-général Browning soutint l'évaluation de Montgomery. Il demanda formellement le départ de Sosabowski le 1er décembre, citant le besoin d'un officier plus jeune et plus coopératif. La vraie raison était évidente. Sosabowski avait remis en question le plan. Il avait eu raison, et cela était impardonnable. Comme l'historien Michael Alfred Peske l'observera plus tard, la pire chose qu'un subordonné puisse faire est de remettre en question des ordres et d'avoir raison. Décembre 1944. Churchill fit personnellement pression sur le gouvernement polonais en exil pendant 2 mois. Les Britanniques voulaient que Sosabowski s'en aille. Ils firent comprendre que le soutien continu à la Pologne dépendait de la coopération. Le gouvernement polonais en exil était faible. Leur patrie était occupée par les Soviétiques. Ils dépendaient entièrement de la bonne volonté britannique pour leur survie. Ils n'avaient pas le choix. Le jour de Noël 1944, les hommes de Sosabowski apprirent que leur commandant était relevé de ses fonctions. Les parachutistes qui l'avaient suivi à travers Market Garden, qui avaient vu leurs amis mourir dans les canaux pneumatiques traversant le Rhin, étaient dévastés. Ils commencèrent une grève de la faim. C'étaient des soldats d'élite qui avaient survécu à l'un des pires désastres de la guerre. Ils étaient près à se laisser mourir de faim plutôt que d'accepter l'injustice faite à leur général. Sosabowski entendit parler de la protestation et intervint immédiatement. Il ordonna à ses hommes d'arrêter. Il ne les laisserait pas souffrir pour lui. Le 9 décembre 1944, le président polonais envoya la lettre relevant Sosabowski de son commandement. Il céda officiellement ses fonctions le 27 décembre. 2 de ses officiers de brigade démissionnèrent en signe de protestation. Le général qui avait mis en garde contre Market Garden, qui avait eu raison surtout, fut réaffecté pour commander des troupes d'arrière-garde, une rétrogradation humiliante pour l'un des officiers les plus distingués de Pologne.
Montgomery et Browning avaient gagné. Le bouc émissaire avait été sacrifié. La guerre finie. Sosabowski ne put rentrer chez lui. La Pologne communiste était contrôlée par les soviétiques, les mêmes soviétiques contre lesquels sa brigade avait été créée pour se battre. Les officiers qui retournaient étaient confrontés à l'emprisonnement, à la torture ou à l'exécution. En septembre 1946, le gouvernement communiste polonais retira sa citoyenneté à Sosabowski. Il devint un homme sans pays, apatride pour le reste de sa vie. Il réussit à faire venir sa femme et son fils de Pologne. Son fils Stanisław avait perdu la vue pendant le soulèvement de Varsovie, servant comme médecin dans la résistance. La famille s'installa dans l'ouest de Londres avec rien. Il y avait une ironie cruelle dans leur petit foyer. Le général qui avait vu le désastre arriver, alors que tout le monde était aveugle, s'occupait maintenant d'un fils qui avait littéralement perdu la vue en se battant pour la Pologne. 2 soldats brisés, vivant dans un pays qui voulait les oublier. Sosabowski n'avait pas de retraite. Le gouvernement britannique n'accordait aucun soutien aux vétérans polonais qui avaient combattu sous commandement britannique. Le gouvernement en exil n'avait pas de ressources. À 57 ans, le général de division Stanisław Sosabowski postula pour un travail en usine. Il trouva un emploi chez CAV Electrics à Acton, une usine d'assemblage, travail manuel, salaire minimum. Pendant près de 20 ans, il y travailla. L'homme qui avait commandé des parachutistes d'élite passa ses journées sur un sol d'usine, anonyme et pauvre. Ses collègues ne savaient pas. Il ne parlait jamais de la guerre, ne mentionnait jamais Montgomery ou Market Garden, ou les ponts d'Arnhem. En 1960, il publia ses mémoires. Le livre s'appelait « J'ai servi librement »,« Freely I served ». Peu de gens le lurent. Il travailla à l'usine jusqu'à l'âge de 75 ans. 25 septembre 1967. Stanisław Sosabowski mourut d'une crise cardiaque à l'hôpital de Hillingdon. Il fut enterré dans un cimetière londonien. Ses collègues se tinrent aux côtés de parachutistes en pleurs, comprenant enfin qui était vraiment le vieil homme silencieux sur la chaîne de montage. Ce ne fut qu'en 1969 que ces soldats loyaux réussirent à rapatrier sa dépouille à Varsovie. Au cimetière militaire de Powązki, parmi les tombes de soldats polonais morts en combattant pour leur pays, le général fut enfin enterré parmi les siens. Mais il fallut des décennies de plus pour une pleine réhabilitation. En 2006, la reine Béatrix des Pays-Bas décerna l'ordre militaire de Guillaume à la première brigade indépendante de parachutistes polonaises. C'était l'une des plus hautes distinctions militaires que les Néerlandais pouvaient accorder. Sosabowski lui-même reçut à titre posthume le Lion de bronze. Le gouvernement néerlandais agit malgré les pressions diplomatiques britanniques contre cette reconnaissance. Un documentaire télévisé néerlandais avait enfin dit la vérité sur ce qui s'était passé à Driel. Le prince Bernard des Pays-Bas déclara que les Polonais méritaient d'être honorés avec au moins une médaille. La place du village de Driel fut renommée Sosabowski-Plein. Une statue du général s'y dresse maintenant, regardant vers la maison où il avait établi son quartier général en septembre 1944. Et finalement, en 2025, avec 80 ans de retard, le gouvernement britannique brisa son silence. Lors d'une cérémonie historique à Varsovie, le ministre de la Défense britannique rendit officiellement hommage au courage extraordinaire de Sosabowski et de ses hommes. Le gouvernement polonais parla d'une restauration de l'honneur. Ce n'étaient pas des excuses complètes pour les mensonges de Montgomery, mais c'était la réhabilitation que le général s'était vu refuser toute sa vie. Il a fallu 8 décennies pour que la vérité rattrape la politique. Montgomery eut les statuts et la gloire de son vivant. Sosabowski obtint quelque chose de plus durable, le jugement de l'histoire. Browning échappa complètement aux conséquences. Il fut fait chevalier après la guerre. Sa célèbre phrase sur « un pont trop loin » devint le titre du livre et du film définitif sur le désastre. Le crime de Sosabowski était simple. Il avait dit la vérité à des hommes qui ne voulaient pas l'entendre. Il avait eu raison, alors qu'avoir raison était impardonnable. L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on. Mais dans ce cas, l'histoire a été écrite par des hommes qui avaient besoin de dissimuler leur échec. Le vieil homme dans l'usine savait des choses que ses collègues ne pouvaient pas imaginer.
Il avait commandé des hommes au combat, enterré des amis en terre étrangère et regardé ses avertissements se réaliser au prix de milliers de vies. Il ne se plaignit jamais. Il ne chercha jamais la reconnaissance. Il faisait juste son service et rentrait chez lui. Mais alors qu'il se tenait sur cette chaîne de montage, couvert de graisse et d'anonymat, Sosabowski possédait une chose que Montgomery n'eut jamais, une conscience tranquille.